Both hands down about the fourth rung up. There you go. Okay, now I think I'll do the same. Qui n'a jamais rêvé d'aller dans l'espace? Il y a quelque chose de fascinant dans l'espace et dans l'univers. Et cette fascination, un artiste l'avait également et l'a donc mêlée à son art, la musique. Alors il y a plusieurs anecdotes qui mêlent musique et espace, et aujourd'hui je vais donc vous les partager. Donc accrochez-vous, abonnez-vous, adonnez-vous, adorez-vous, abordez-moi. Et c'est parti. Oh là là, quel lancement incroyable. Bonjour à tous, ici Jawai, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne si vous la découvrez grâce à cette vidéo. Et déjà merci d'avoir cliqué, donc prenez le temps de vous installer, voilà, faites-vous un petit café comme moi. Installez-vous confortablement, et si vous aimez les vidéos qui parlent d'histoires insolites, je vous présente Biscotte, qui fait une entrée dans le champ, et qui va certainement passer la vidéo avec nous. Oh non. Si vous aimez les vidéos qui parlent d'anecdotes à propos de la musique, eh ben vous êtes au bon endroit. Donc rejoignez l'équipage en vous abonnant juste en dessous de la vidéo, c'est totalement gratuit et ça soutient mon travail. Et bien sûr activez la petite cloche qui permet de ne rien manquer et de recevoir les notifications à chaque sortie de vidéo. Sans plus attendre, embarquez à bord de ma fusée et allons ensemble explorer l'univers de la musique. C'est parti. Et je sens que je vais faire que des métaphores sur les fusées, l'espace et le voyage pendant toute cette vidéo. L'homme a toujours été ébahi par ce qui se passait au-dessus de sa tête, dans le ciel. Les étoiles, l'univers, le soleil, la lune, tout ça sont des choses qui ont intrigué et fasciné l'homme depuis la nuit des temps. Et c'est en 1969 qu'un événement historique va se dérouler sous les yeux ébahis de la Terre entière, je parle évidemment des premiers pas sur la Lune. Cette même année, 1969, un jeune Anglais de 22 ans a lui aussi la tête dans les étoiles, mais non pas après être monté à bord d'une fusée, mais après avoir vu le film L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Et ce film va lui donner des idées. Passionné de musique, ce jeune Anglais va donc se lancer dans la composition d'un album. L'Odyssée de l'espace, en anglais Space Oddity. Les connaisseurs commencent à me voir venir, ce jeune Anglais de 22 ans, il s'agit bien de Jean-Pierre Pernaut. Et non, c'était une feinte histoire de voir si vous suiviez, c'était bien David Bowie. Les gars, s'il vous plaît, concentrez-vous, je vais pas être derrière votre dos, après c'est quoi là? On va tout faire à votre place et puis après on s'en sort plus dans ce cas-là. Et il va donc composer un album qui portera ce même nom, Space Oddity, avec en titre phare un titre du même nom, encore une fois, Space Oddity, et son très célèbre gimmick, Ground Control to Major Tom. Gimmick qui d'ailleurs m'a hanté pendant des années, parce que comme beaucoup d'entre vous, je pense, je suis tombé un jour sur des vidéos d'hallucinations auditives, autrement dit des pareidolie, donc quand on croit entendre quelque chose dans notre langue alors qu'en fait ça n'a rien à voir, et il y avait ce gimmick qui en faisait partie, qui disait « Grand contrôle de mes tétons ». Ground control to Major Tom. Désolé si je vous ai gâché cette musique à tout jamais, mais voilà, je devais vous partager ça. Ce qui est fou avec cette musique, c'est que David Bowie l'a composée avant le lancement de la mission Apollo 11, comme si il savait un peu déjà ce qui allait se passer. Ce qui démontre déjà de la clairvoyance dont David Bowie pouvait faire preuve. Bien qu'il n'ait pas connu encore le succès mondial qu'il connaîtra plus tard, David Bowie était déjà un artiste vraiment émergent de la scène anglo-saxonne, faisant déjà partie de plusieurs groupes et ayant déjà sorti quelques albums, dont son premier album éponyme David Bowie, qui n'a pas eu un grand succès commercial, mais qui posait quand même déjà les bases artistiques de sa future carrière. Mais c'est bel et bien avec son projet Space Oddity qu'il fera parler de lui. Il a composé cet album à Londres en grande partie et en seulement quelques mois. Et il le sortira finalement en novembre, peu de temps après le succès de la mission Apollo 11. La chanson raconte alors l'histoire d'un astronaute nommé Major Tom, parti explorer seul l'espace et se retrouvant confronté à des situations inattendues. A noter quand même l'aspect technique de la composition de cette chanson, puisque David Bowie à l'époque utilisait ce qu'on appelle l'overdubbing, qui est une technologie permettant de superposer plusieurs voix les unes sur les autres pour créer ainsi un effet de chœur. Et c'était une technique qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même relativement nouveau. Alors même si elle fait partie aujourd'hui des grands classiques de la musique, Space Oddity n'a pas tout de suite rencontré le succès mondial qu'elle connaîtra. C'est seulement quand la NASA utilisera elle-même la musique, ils sortiront une vidéo avec une compilation des meilleurs moments des astronautes sur la Lune, accompagnée donc de la musique Space Oddity.
et c'est ça qui va vraiment la faire exploser aux yeux du grand public. Alors c'est pas le seul lien de David Bowie avec l'espace, quand on analyse un petit peu toute sa carrière, on se rend compte qu'il a vraiment eu une grande inspiration avec l'univers et tout ce qui est lié à la conquête spatiale. Il y a plusieurs de ses albums tels que The Rise of Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, qui est un titre avec un album vraiment, vraiment simple à retenir et vraiment court, hein, voilà. Ainsi que l'album Aladdin Sane, qui ont tous les deux une DA vraiment tirée autour de l'espace, etc. Même tout ce qui est maquillage, ses habits, toutes ses tenues quand il était sur scène, etc. Sa scénographie, ça tournait généralement autour des extraterrestres, de la science-fiction, de la conquête spatiale, etc. Voilà, c'était vraiment une grosse source d'inspiration pour lui. Alors pour ce qui est de la chanson Space Oddity, on va revenir quand même à ce sujet-là, on s'arrête pas là. Alors déjà, il a composé la musique quasiment en même temps que la première excursion lunaire par la NASA, ce qui est déjà assez fou, et la NASA l'ont eux-mêmes ensuite utilisé pour illustrer leurs images qu'ils ont ramenées de la Lune. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, en fait, avec cette chanson? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Une musique qui parle de la conquête spatiale? Bah, elle a joué dans l'espace. Ça me paraît pas mal, il a joué dans l'espace. Et c'est ce qu'a fait l'astronaute canadien Chris Hadfield en 2013 lors de sa mission Expédition 35 à bord de l'ISS. Donc Chris Hadfield a tout simplement fait une reprise de Space Oddity en guitare-voix. Cette performance a évidemment été vue des millions de fois sur internet, et elle a aussi été qualifiée comme étant l'une des meilleures reprises qui n'ait jamais existé par David Bowie lui-même. Donc c'est quand même un beau petit big up. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Mais elle n'est pas la première musique à avoir été jouée dans l'espace. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auraient aimé que ça se passe comme ça, mais ce n'est pas le cas. En effet, en 1965, les astronautes Wally Schirra et Tom Stafford ont interprété Jingle Bells avec des harmonicas et des grelots. Et c'est donc ça qui en fait la première performance musicale jouée dans l'espace. C'est un petit peu moins sexy que Space Oddity, mais c'est quand même cool. We have an object, looks like a satellite going from north to south, probably in a polar orbit. Looks like he's trying to signal something. Bon, je sais, l'enregistrement est dégueulasse, mais on est en 1965 les gars, hein, tranquille. La reprise de Space Oddity par Hadfield en 2013 restera néanmoins la plus emblématique des reprises musicales jouées dans l'espace, en raison de son lien avec l'univers spatial. Là où Jingle Bells, bon... Alors depuis Chris Hadfield et sa reprise de Space Oddity en 2013, différents astronautes se sont essayés à la musique dans l'espace. C'est le cas de l'astronaute Koichi Wakata en 2008, qui a donné un concert de flûte depuis la Station Spatiale Internationale avec d'autres musiciens qui étaient eux sur Terre, à Houston, en direct. Donc je sais pas comment c'est possible d'un point de vue technique, mais en tout cas, ils ont joué ensemble pour un public terrestre, lors d'un événement retransmis en direct depuis l'ISS et faisant donc résonner la musique dans l'espace. Si ça c'est pas magnifique. L'astronaute américaine Cady Coleman a elle aussi joué de la flûte à bord de la Station Spatiale Internationale et qui se permet des petites entrées de chant comme ça en flottant dans l'air avec sa flûte. C'est devenu même sa petite marque de fabrique. Elle a notamment collaboré avec le groupe de rock irlandais The Chieftains pour enregistrer une performance spéciale de la chanson Moondance en 2011. À croire que tous les astronautes sont forts en flûte. Après, s'ils étaient forts à l'école, ils ont dû bien écouter en cours de musique et donc ils sont forts en flûte. Non, en fait, ça se tient. Donc voilà. Petit fun fact, les astronautes sont forts en flûte. Et tant qu'on y a un petit dernier pour la route qui lui devait avoir pris option cornemuse à l'école et qui nous fait une petite reprise d'Amazing Grace à bord de l'ISS. Et comment ne pas terminer cette vidéo sans parler de notre Thomas national? Je parle évidemment de Thomas Pesquet, qui lui aussi a fait résonner la musique dans l'espace en jouant quelques notes de saxophone. Saxo qui a été d'ailleurs fait sur mesure parce que voilà, il n'avait pas le droit d'emmener son saxophone dans l'espace parce que trop lourd. Et donc, vu que tout est bien étudié au gramme près, ils lui ont finalement renvoyé un saxophone le jour de son anniversaire avec la petite navette. Et donc, dans cette petite cargaison, il a découvert un saxophone. Il a même carrément rejoué une chanson avec son groupe de lycée pendant qu'il était à bord de l'ISS. C'est quand même un truc de malade. Ah ok, donc lui aussi il fait une entrée de chant en lévitation, d'accord, donc c'est clairement un truc d'astronaute. Okay, we checked all 4 systems. Alors,
Pendant une interview, il a notamment expliqué que c'était très compliqué de faire du saxophone dans l'ISS parce que la bave en fait ne coule pas dans le saxophone vu qu'il n'y a pas de gravité. Donc elle stagne en fait, quand on souffle dedans ça stagne. Voilà, petite anecdote pour vous, si jamais vous avez prévu d'aller jouer du saxophone dans l'espace, pensez à un truc qui aspire votre bave en même temps, parce que sinon c'est galère. Et d'ailleurs Thomas Pesquet a réitéré il y a peu, puisqu'en avril dernier, il a encore une fois joué quelques notes de saxophone. Il a joué quelques notes de la Marseillaise à bord de l'ISS pour les JO de Paris 2024. Alors ici une anecdote plutôt connue et d'ailleurs qui a été pas mal rendue célèbre pour certaines personnes par l'exoconférence d'Alexandre Astier, que je vous conseille vivement si vous l'avez pas vu parce que voilà, il traite de plein de sujets hyper intéressants sur l'espace. En 1977, la NASA lance ses sondes Voyager 1 et 2, qui n'avaient pas vraiment de destination si ce n'est l'infini. Après avoir réalisé ces quelques missions d'analyse et de recherche, les sondes vont alors partir vers l'infini, toujours tout droit, jusqu'à trouver quelqu'un ou quelque chose. Qu'est-ce que c'est le but de cette sonde? Eh bien en fait c'est d'emmener tout un tas d'informations, notamment en lien avec la Terre, son emplacement dans notre système solaire, etc. Au cas où une forme de vie inconnue tombe un jour sur cette sonde et sur ces messages-là, pour pouvoir décliner un peu notre identité. Mais ça peut être aussi le cas où des humains du futur retrouvent un jour cette sonde pour avoir un espèce de fossile numérique de la vie d'avant sur Terre. L'objet se présente comme ça, il est hyper mystique je trouve, même si je doute de son efficacité, parce que déjà que moi j'ai un peu de mal à comprendre vraiment ce qui a marqué dessus, alors je me dis qu'une vie extraterrestre, j'ai quelques doutes quand même. Toujours est-il que la sonde a donc emporté ce disque d'or, avec à la fois des informations graphiques, visuelles, et également des pistes audio, parce que on peut évidemment lire ce disque, exactement comme une platine vinyle, et donc quand on lit ce disque, on peut y retrouver pas mal de pistes audio qui sont censées représenter la vie sur Terre, ou en tout cas voilà, donner un panel assez large de la biodiversité de la Terre. Donc dans la liste des sons qui sont sur le disque qu'on peut retrouver à bord de la sonde Voyager 1, on peut retrouver par exemple des bruits d'éruption, des tremblements de terre, le bruit du tonnerre, des bruits de pas, des battements de cœur, des rires, le bruit d'un troupeau de moutons, le bruit du feu, et j'en passe. En tout, on peut donc retrouver une centaine de pistes audio, avec notamment aussi des messages de salutation dans toutes les langues du monde. Hello from the children of planet Earth. Et donc, des musiques. Alors ça peut aller de musique traditionnelle péruvienne, avec des chants mayas, des percussions aborigènes australiennes, enfin voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Mais on peut également y retrouver des titres célèbres, notamment une chanson de Louis Armstrong, on peut également y retrouver des grands classiques de Bach ou de Beethoven, mais en plus de ça, on peut retrouver la musique Johnny B. Good de Chuck Berry. Voilà, de quoi faire swinguer un peu les extraterrestres dans leur vaisseau. Alors d'ailleurs, il y a une question que j'aime bien poser aux gens en soirée, voilà, ça fait partie des petites questions que j'aime bien. Si vous deviez choisir 3 musiques pour envoyer aux extraterrestres, pour donner un peu un panel des humains et de la Terre, qu'est-ce que vous prendriez? J'adore cette question, parce que c'est hyper complexe, je trouve, choisir 3 musiques. Pour ma part, puisque vous me posez la question, moi je pense que je ferais vraiment un mélange de culture et d'époque, donc je mettrais, je pense, une symphonie de Mozart. Ensuite, je mettrais un son qui reflète bien le monde dans lequel on vit, donc soit un son de rap, ou bien tout simplement la chanson Earth Song de Michael Jackson, qui donne pas une image très belle de l'être humain et de la planète, mais qui est, je trouve, relativement représentative. Et pour finir, je pense un son d'électro ou de techno, histoire d'offrir une palette de sons et de musicalité assez large, avec des sons plus électroniques. Et donc je mettrais Psycha de Dusty Kids et Boris Brejcha, qui pour moi est vraiment l'équivalent d'une symphonie de Mozart, mais en musique électronique. Mais je vous invite évidemment à en débattre et à mettre vos 3 musiques en commentaire, je suis curieux d'aller voir ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était un petit thread, on va dire, musical sur la musique et l'espace. Vous allez voir beaucoup de vidéos dans ce type-là arriver cette année. Je vais me concentrer vraiment là-dessus, sur des histoires à propos de la musique. Il y a d'autres portraits d'artistes qui sont en préparation, plein d'autres sujets en lien avec la musique, des trucs un peu insolites, des sessions studio qui se sont mal passées. Enfin voilà, toutes ces choses-là, ça sera sur la chaîne, donc abonnez-vous dès maintenant. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous avez des questions, remarques, critiques ou suggestions, et j'y répondrai avec plaisir. Le café doit être froid depuis tout à l'heure. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et en attendant, je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo. C'était Jawai, la biscotine qui est derrière moi là. Et ciao.